Le monde se dirige les yeux grands ouverts vers une guerre plus large. Alors celui qui a lancé ce cri d'alarme, c'est pas un militant pacifiste, encore moins révolutionnaire, c'est Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, en février dernier. Alors le titre de ce débat, la marche à la guerre mondiale, peut paraître alarmiste, mais la réalité, c'est que les dirigeants du monde, eux, ils s'y préparent. En annonçant le doublement du budget militaire, Emmanuel Macron a parlé de, je cite, « la fin des dividendes de la paix », face à l'émergence de ce qu'ils appellent des conflits de haute intensité. Alors il faut tout le cynisme d'un dirigeant de la grande bourgeoisie pour oser parler de paix, quand depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est ravagée par une guerre qui a fait plus de 5 millions de morts, et je pourrais multiplier les exemples. En fait, dans le capitalisme, depuis qu'il existe, il y a toujours eu une guerre quelque part dans le monde. Mais cependant, la situation depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022 est nouvelle. Parce que les conflits au Congo, en Syrie, en Éthiopie, au Yémen, ils sont bien sûr tout aussi atroces et tout aussi sanglants que la guerre en Ukraine. Mais on est ici, on vit en Europe, et depuis qu'on est tout petit, on nous répète que l'Europe c'est la paix. Et tant pis au passage pour les populations de l'ex-Yougoslavie qui ont été ravagées par la guerre dans les années 90. On nous répète que les grandes puissances, elles font que des guerres propres, depuis le ciel, à coups de frappes chirurgicales comme ils disent, sous mandat de l'ONU bien sûr. On nous répète tout ça. Eh bien la guerre en Ukraine, elle est venue bouleverser ces certitudes. D'un coup, on a vu les bombardements, les corps mutilés, les tranchées, 1000 km de front, comme pendant la Première Guerre mondiale. Bakhmout, c'est le nouveau Verdun, si on en croit les spécialistes. On parle déjà de 200 000 morts, 300 000 blessés et mutilés des deux côtés. Et pas dans un continent pauvre, lointain, comme on nous racontait à l'école, mais en Europe. La guerre en Ukraine, elle a déjà eu des conséquences. Elle a déjà fait exploser tous les budgets militaires de la planète. Le Japon a doublé ses dépenses militaires, l'Allemagne, 100 milliards de plus. C'est du jamais vu depuis 1945. L'OTAN a été réactivée. Des pays qu'on présentait comme neutres, la Finlande, la Suède, y adhèrent. Les États-Unis poussent tous les pays, riches ou pauvres, à s'aligner derrière eux. Partout, les lignes bougent, les alliances se reforment, se défont. Les putschistes au Niger, au Mali, ils espèrent que les tensions entre les États-Unis, le bloc occidental et la Russie vont leur permettre à eux de se faire une place, et ça fait bouger. Les dirigeants d'Azerbaïdjan, ils profitent que la Russie soit occupée en Ukraine pour relancer le conflit au Haut-Karabakh. Cette guerre en Ukraine, elle a déjà fait réchauffer tous les points chauds de la planète, réalimenter toutes les tensions. Et les rapports de force bougent, y compris à l'intérieur du camp impérialiste. Les États-Unis profitent de la guerre en Ukraine pour affaiblir la Russie, mais aussi leurs alliés européens qui sont leurs concurrents. Et en particulier l'Allemagne, elle a été privée du gaz russe et son économie, elle a subi la guerre en Ukraine. Alors les communistes révolutionnaires ont toujours dit que le capitalisme porte en lui la guerre. Mais si c'est vrai que le capitalisme porte en lui la guerre, il n'y a pas toujours eu des guerres mondiales tout le temps. Et donc il faut discuter de ça, parce que sinon c'est juste une formule abstraite qui nous sert à rien. Alors le capitalisme porte en lui la guerre, de manière générale, parce que son moteur, c'est la concurrence. C'est l'exploitation, la lutte de tous contre tous pour le profit. Et donc c'est d'abord une guerre en permanence de tous les capitalistes, à chaque seconde, pour tirer toujours plus de plus-value des cerveaux, du muscle de chaque travailleur dans les usines. Ensuite, c'est la guerre des capitalistes entre eux, les banquiers, les assurances, les industriels, pour s'accaparer ce profit qui tire sur le dos de la classe ouvrière. Et le résultat, c'est des corps, des vies cassées par le travail, c'est les morts là pendant les vendanges du champagne récemment, etc. Et dans l'histoire, dès le début, la bourgeoisie, elle a imposé sa liberté du commerce à coups de canon, comme en Chine pendant les guerres de l'opium. Et les premiers pays industrialisés ont imposé leur domination à tous les peuples du monde, par la guerre, par le pillage, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 1 cm² de la planète qui ne soit pas devenu un marché pour eux. Et ensuite, les rivalités entre ces grandes puissances capitalistes, elles ont débouché sur 2 guerres mondiales au XXe siècle, qui ont fait respectivement 18 et 60 millions de morts. Et depuis 1945, il n'y a pas eu de 3e guerre mondiale. Très bien, mais le capitalisme, c'est une bombe à retardement. Après 1945, il y a eu une période d'expansion, parce qu'il fallait bien reconstruire après cette guerre, et cette période d'expansion, elle a existé, mais elle a très vite atteint ses limites. Dès que la reconstruction a été finie, dès le début des années 1970 en fait. Parce qu'aucun des problèmes fondamentaux du capitalisme n'avait disparu. Et ils sont revenus en explosant dans la société avec le premier choc pétrolier en 1973. Et depuis, l'économie oscille entre des aggravations de la crise et puis des périodes de rémission, mais sans jamais guérir.
faut noter cependant que l'évolution de la crise rampante qu'on connaît depuis 40 ans, 50 ans, elle n'a pas suivi le même schéma que la crise de 1929, qui avait vu un effondrement de l'industrie, des grandes vagues de révolte, le fascisme et la guerre mondiale. Les capitalistes, jusqu'ici, ont repoussé les échéances. Ils sont dans une fuite en avant. Ils ont élargi artificiellement les marchés avec l'endettement et la financiarisation. C'est ainsi, par exemple, que la dette publique française est passée de 239 milliards d'euros en 1979 à plus de 3000 milliards d'euros aujourd'hui. Mais bon, faisant mine d'ignorer à la fois cette fuite en avant et leur propre impuissance, les porte-paroles de la bourgeoisie, en 1991, décrétaient qu'avec la chute de l'URSS, c'était la fin de l'histoire, qu'il n'y aurait plus jamais de crise, plus jamais de guerre, grâce à la domination très stable de l'impérialisme américain. Et bien, la suite a montré à quel point cette formule, c'était une imposture, et à quel point c'était présomptueux de leur part aussi, et c'est rien de le dire. La crise de 2008, et plus récemment la pandémie de Covid, ont montré que la bourgeoisie était tout simplement incapable de maîtriser sa propre économie, même dans les pays les plus riches. Et dans le monde, c'est des régions entières qui ont basculé dans le chaos. Le Liban à cause de la dette, la Syrie avec 10 ans de guerre civile, Haïti, le Salvador, c'est la guerre des gangs sur la misère. Les capitalistes ont aussi ravagé la planète, la nature. Le réchauffement climatique, il est en train de rendre certaines régions invivables et d'aggraver la crise économique. Il y a une nouvelle course au pillage des ressources, pour l'eau, pour les métaux liés à la transition énergétique qui alimentent encore les tensions et cette bombe à retardement. Et dans ce contexte, les puissances qui dominent le monde depuis 2 siècles, elles font face à de nouveaux concurrents. En quelques années, la Chine est passée d'atelier de sous-traitance du monde à celui de concurrente sérieuse, et du coup elle est présentée comme ennemi numéro 1. C'est que les capitalistes américains ont eu besoin de la Chine à un moment, mais en le faisant, ils ont créé leur propre rival. Comme toujours, la bourgeoisie, elle est incapable d'anticiper les conséquences de ses propres agissements. Alors elle réagit a posteriori et brutalement. Et depuis 2016, les États-Unis ont sorti les crocs. Ils se sont lancés dans une guerre commerciale avec la Chine, doublée d'accords militaires dans le Pacifique, de manœuvres militaires spectaculaires au large de Taïwan. Et en janvier dernier, un général de l'US Air Force, encore une fois c'est lui qui le dit, pas nous, il déclarait à ses propres troupes qu'il fallait se préparer à la guerre contre la Chine pour 2025, c'est-à-dire pour demain. Donc la bourgeoisie, elle est assise sur une bombe à retardement. Et elle n'a pas d'autre solution que de faire payer les conséquences de sa propre faillite aux travailleurs, bien sûr, et aussi à ses concurrents, à tout le monde sauf elle, en fait. Et elle est d'autant plus agressive qu'elle est perdue et n'a aucune solution. Il y a une montée des tensions qui s'accélère et qui pousse les dirigeants à préparer sérieusement la guerre mondiale. Mais pour autant, jusqu'ici, ils ne l'ont pas déclenchée. La guerre en Ukraine, simplement parce qu'elle dure, participe à cette escalade. Elle contient sa propre logique d'aggravation. On l'a vu, initialement, les pays de l'OTAN, ils parlaient de livrer que des armes défensives, surtout pas des tanks, parce qu'ils ne voulaient pas être belligérants, comme ils disent. Puis ensuite, ils ont livré des tanks, mais ils nous ont expliqué qu'ils ne livreraient jamais d'avions. Bon, aujourd'hui, la France a livré des tanks, la Pologne a livré des avions, en tout cas jusqu'à la semaine dernière, et les USA, eux, ils ont fourni des bombes à sous-munitions. Au passage, ils ont été approuvés par tous ceux qui soutenaient la guerre en Ukraine au nom de la défense des droits des peuples. Donc ça montre jusqu'où les impérialistes sont prêts à aller, et leur soutien aussi. Mais même entraînée dans son propre engrenage, la bourgeoisie, elle n'a pour l'instant pas franchi la ligne rouge. Même quand des missiles russes sont tombés en Pologne, quand des drones sont tombés en Roumanie, l'OTAN a choisi de désamorcer. Parce que, bon, d'un côté, du côté de Poutine, c'est très clair que lui n'a aucun intérêt à généraliser le conflit. Quoi qu'en disent les journalistes qui l'ont présenté comme un fou qui voulait conquérir le monde. Poutine a déjà énormément de mal avec ses propres troupes, on l'a vu avec Wagner. Mais de l'autre côté, dans l'autre camp, la bourgeoisie impérialiste aussi, elle hésite. Parce que les marchands de canons se frottent les mains, bien sûr. Mais il y a des industriels en Europe, mais aussi aux États-Unis, qui subissent le coup des tensions économiques, de l'arrêt des relations commerciales. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis même, il y a de plus en plus de critiques, de sceptiques, non seulement des démagogues comme Trump, mais aussi le chef d'état-major des armées lui-même, qui depuis des mois est sceptique et réclame des négociations. Alors le conflit ukrainien, il pourrait être, ou ne pas être, le prologue direct d'une troisième guerre mondiale. Il contient des vrais risques d'escalade, mais une négociation, un gel du conflit est toujours possible. Les impérialistes veulent affaiblir la Russie, c'est vrai, mais ils ont aussi besoin de Poutine, parce que Poutine c'est à la fois leur rival, mais c'est leur gendarme dans la région. Et les dirigeants américains, les dirigeants bourgeois, craignent le chaos. Ils se souviennent du résultat de leurs interventions en Irak, en Afghanistan, qui avaient apporté que du chaos. Cela dit, si les dirigeants bourgeois craignent le chaos, ils ne maîtrisent pas grand-chose. Ils ne maîtrisent pas plus leur économie que les guerres qu'ils déclenchent eux-mêmes.
Et même si la guerre en Ukraine se terminait demain par des négociations, elle a déjà marqué un cran, un palier dans l'aggravation de la crise et alimenté des tensions qui, tôt ou tard, ressurgiront, éclateront. Si ce n'est pas en Ukraine, ce sera au Sahel, à Taïwan ou ailleurs. Pour reprendre une image de l'écrivain Jack London, dans Le Talon de fer, les bourgeois sont assis au sommet d'une machine infernale. Ils ne la maîtrisent pas, mais ils savent où sont leurs intérêts. Ils sont déterminés à défendre leurs intérêts en faisant payer tout le reste du monde. Et être au sommet de la machine, ça leur donne les moyens de se préparer. Et en ce moment, les états-majors veulent les moyens nécessaires pour mener une guerre de haute intensité. La guerre en Ukraine leur a montré les limites de leur capacité, notamment en termes de production. Les stocks de munitions américains, européens, ils se vident plus vite qu'ils ne se remplissent à cause de cette guerre. Donc, les dirigeants ont besoin de remettre l'économie en ordre de bataille. C'est pour ça que quand Macron parle d'économie de guerre, c'est pas seulement du blabla pour faire accepter les sacrifices aux travailleurs. C'est une nécessité. La loi de programmation militaire, elle prévoit, vous l'avez peut-être vu, en plus des 413 milliards, elle prévoit la possibilité pour l'État d'aller réquisitionner n'importe quelle entreprise pour la faire fonctionner pour l'armée. Ça veut dire avec les salariés aussi. Les généraux ont donc besoin de canons. Ils ont aussi besoin de chair à canon pour faire la guerre. Il faut des moyens humains. Et ça veut dire des jeunes prêts à mourir au combat. Et ça a été tout le sens du discours de Macron à Bormes-les-Mimosas en août. Macron, dans son discours, il a dénoncé les jeunes d'aujourd'hui qui font des émeutes, alors que ceux de 1945, au moins, ils savaient mourir pour la patrie bien gentiment. Et les généraux, depuis des mois, ils se posent la question. Est-ce que les citoyens français sont, je cite, prêts à accepter un niveau de perte comparable à celui de la Deuxième Guerre mondiale? Pour rappel, c'était 60 millions de morts. Le service national universel, c'est déjà une réponse qu'ils essayent d'apporter. C'est pour donner aux jeunes le sens de l'engagement, du sacrifice, pour donner une image cool de l'armée, et ça a l'air de marcher auprès de certains lycéens qui sont naïfs. Alors c'est pas encore le service militaire, c'est vrai, mais c'est déjà l'union nationale, et ça pourrait très vite s'accélérer. Alors dans tout ça, ce qu'on veut discuter, nous, c'est quelle politique pour les travailleurs. Parce que là, les mêmes qui s'apprêtent, qui veulent nous faire crever 2 ans de plus au boulot avec la réforme des retraites, ils se préparent aussi à nous faire crever. Et face à ça, il faut dire que la classe ouvrière est en retard. Parmi nous, certains sont dubitatifs, ils n'y croient pas. D'autres sont inquiets, mais désemparés. C'est assez normal, parce que la guerre prend toujours les populations au dépourvu. Ça a toujours été le cas dans l'histoire. Au début, on n'y croit pas. Et puis après, quand il faut partir pour mourir loin, eh ben, le premier réflexe, c'est de vouloir la paix, c'est de vouloir déserter, c'est normal. Quand les bombes, elles se mettent à tomber sur la maison du voisin, sur la gueule des amoureux, bah, c'est normal de se dire qu'il faut bien se défendre ceux qu'on aime, défendre sa maison. Mais quand on fait ça, on se fait embarquer. Parce qu'il y a d'un côté les sentiments des travailleurs, l'aspiration à la paix, la volonté de se défendre, et puis de l'autre côté, il y a les crapules politiciennes qui sont prêts à s'appuyer sur tous ces sentiments pour nous ranger derrière nos propres exploiteurs. Et en parlant des politiciens, en ce moment, on entend à gauche, alors ceux qui s'alignent derrière la guerre en Ukraine bien sûr, mais on entend un autre son de cloche, une autre musique qui commence à monter, celle du pacifisme. Et ça a été le cas pendant la fête de l'humanité le week-end dernier. La CGT, elle aussi, fait régulièrement des tractages, des journées internationales de la paix, avec un ton très radical, non à la guerre, contre la guerre, à dénoncer l'augmentation du budget. Mais comment propose-t-il d'obtenir la paix? Eh bien, ce qu'il propose, c'est de demander aux États, à la bourgeoisie, de désarmer, de déposer les armes, de faire confiance à la diplomatie, à l'ONU. Voilà ce qu'ils veulent. Et en fait, dans le fond, rien ne les différencie d'un Macron. Les députés du PCF et de la France Insoumise n'ont par exemple pas voté la loi de programmation militaire l'été dernier. Mais Fabien Roussel, pour justifier qu'il refusait, il s'est justifié à ce moment-là en disant qu'il n'était pas contre une augmentation du budget en soi. Au contraire, il déclare « Augmenter le budget des armées, garantir la défense et la sécurité de notre pays, oui, 1000 fois oui. » Voilà leur pacifisme. Et si les députés du PCF ils n'ont pas voté la loi, en fait c'est parce qu'ils reprochent à Macron d'être trop aligné derrière l'OTAN. Donc voilà le pacifisme du PCF, en fait c'est tout simplement le militarisme de De Gaulle. Et donc il faut se méfier de ces illusions pacifistes qui vont monter au fur et à mesure que la guerre elle se rapprochera. Il faut bien comprendre qu'il n'y aura pas de solution magique pour empêcher la guerre, parce que la guerre elle est inscrite dans la crise du capitalisme. Et même si une révolution éclatait avant, elle n'entraînerait pas la paix, mais la guerre civile, la lutte de classe à mort. Et donc la question, c'est pas de savoir si on peut éviter la guerre. La question, c'est que nous, les travailleurs, nous menions la guerre à notre propre bourgeoisie. C'est pour ça qu'on ne dit pas troupes russes hors d'Ukraine, mais qu'on dénonce l'OTAN et la France. Parce que comme disait le révolutionnaire allemand Karl Liebknecht pendant la Première Guerre mondiale, l'ennemi principal est toujours dans notre propre pays.
Et donc il faut refuser le piège qui consiste à présenter la guerre en Ukraine comme une guerre des démocraties contre les dictatures ou pour le droit des peuples. Certains disent qu'il faut défendre l'Ukraine car elle serait agressée et s'aligne de fait derrière l'OTAN. Mais c'est justement parce que l'impérialisme et l'OTAN écrasent toute la planète depuis 150 ans, parce qu'il est le plus fort, qu'il peut se permettre d'apparaître comme celui qui ne frappe pas le premier mais qui réagit seulement. Il ne faut pas oublier que la pression militaire de l'OTAN, c'est la pression militaire de l'OTAN qui encercle la Russie en Europe de l'Est. C'est la pression militaire de l'OTAN, de l'impérialisme, qui encercle la Chine dans le Pacifique, et pas l'inverse. Et ça, il faut le rappeler. Parce qu'en ce moment, on nous présente la Chine, la Russie et la Corée du Nord comme le nouvel axe du mal. Et les puissances occidentales, elles, c'est les blanches colombes, du coup. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Bien sûr, Xi Jinping et Poutine sont tout aussi pourris que Macron et Biden. Mais ils jouent tout simplement pas dans la même catégorie. Il y a d'un côté les puissances capitalistes qui ont ravagé des continents depuis 200 ans, et puis de l'autre côté, il y a deux puissances pauvres qui, du fait de leur histoire, ont un État, ont des moyens militaires qui leur permettent de rivaliser avec les impérialistes dans certains domaines. Mais ces puissances pauvres, leur bourgeoisie, leurs dirigeants, ils sont bien plus faibles économiquement, socialement, bien plus dépendants de leur État, et en fait, ils n'occupent que des niches qui ont été abandonnées par les impérialistes. Et Poutine et Xi Jinping ont beau jeu de jouer les champions de l'anti-impérialisme. Et en l'absence de mouvements ouvriers, certains travailleurs qui ont la rage et qui ont bien raison d'avoir la rage contre l'impérialisme, eh ben, ils cherchent un sauveur suprême et ils se font avoir par Poutine et Xi Jinping. Bon, il faut refuser ce piège mortel en fait de la division entre travailleurs, ne pas se laisser entraîner ni derrière les impérialistes qui parlent de démocratie et de droit des peuples, ni derrière Poutine qui parle d'anti-impérialisme. Tant qu'on restera à choisir le moins pire entre les uns et les autres, eh ben, ce sera toujours pire. Les travailleurs, ils doivent avoir leur propre position et leur propre politique. Et ça, c'est d'autant plus important que les États et les gouvernements vont de plus en plus préparer les esprits et chercher à nous aligner derrière eux, à nous mettre au pas. Et en période de guerre, l'État, il se présentera toujours comme le défenseur de l'intérêt national de toute la population. Les guerres, elles se font jamais ouvertement au nom des marchands de canons. Les dirigeants, ils vont chercher à imposer aux travailleurs d'arrêter de revendiquer, ils vont nous demander de stopper la lutte de classe au nom de l'union nationale, alors que eux, les bourgeois, n'arrêtent jamais la lutte de classe. Là, il faut refuser cette union nationale. Il faut se convaincre que les classes dirigeantes et les États, ils font d'abord et toujours la guerre à leur propre population. La grande bourgeoisie, ce ne sont que quelques milliers de familles. Pour diriger comme pour faire la guerre, elles ne peuvent pas le faire toutes seules. Elles ont besoin du soutien, ou en tout cas de la résignation des travailleurs. Et l'armée, l'appareil d'État, ils utilisent donc toutes les occasions pour nous habituer à obéir au nom d'un prétendu intérêt supérieur, y compris en s'appuyant sur les sentiments les plus nobles, progressistes. Le soir du 16 mars 2020, en plein Covid, Macron déclarait, vous vous en souvenez peut-être, « Nous sommes en guerre ». Pour l'État, le confinement et la période du Covid ont en effet été un test, utile dans la préparation à la guerre. Et dans le dernier rapport parlementaire sur les guerres de haute intensité, dans une section qui est intitulée, je cite, « La bataille du cœur et des esprits », un préfet discute de l'obéissance des Français qui sont, dit-il, des râleurs et des emmerdeurs habituellement, mais il poursuit, sur certains sujets, ça marche. Le respect du confinement, le 15 mars 2020, a été une énorme surprise. Voilà, à ce moment-là, il fallait serrer les rangs derrière Macron au nom du fait que seul l'État a les moyens de nous protéger contre le virus, et ça a marché. Et à chaque fois, l'État impose des restrictions, des gestes à adopter, il nous habitue à obéir et il mesure les réactions. Les dirigeants de la bourgeoisie veulent toujours qu'on remette notre sort entre les mains, sous prétexte qu'il faut bien se défendre. Demain, on nous demandera de serrer les rangs contre Xi Jinping, au nom des droits humains, de l'écologie, que quand même vivre en France, c'est moins pire que de vivre en Chine. Mais les dirigeants ne nous défendront pas. En fait, ils nous mèneront à l'abattoir. Donc au final, on n'aura pas d'autre choix que de reprendre nos affaires en main et de leur contester le pouvoir. Sinon, on restera toujours passif, on se fera toujours embarquer. Et à la fin, on crèvera. Alors pour conclure, oui, la bourgeoisie aujourd'hui est en faillite, plein de gens le voient, mais aucune classe sociale n'abandonne volontairement le pouvoir. La bourgeoisie se prépare à la guerre, à défendre ses privilèges avec toutes ses griffes. Et la classe ouvrière, la seule à pouvoir s'opposer à ça, est en retard. C'est une réalité. Ça ne sert à rien d'éteindre sa télévision, ça ne sert à rien de faire ses valises pour Tahiti. Mieux vaut garder les yeux ouverts et faire face aux événements. Et c'est vrai qu'en termes de conscience et d'organisation, le mouvement ouvrier aujourd'hui, il est bien plus faible qu'il ne l'était même avant les 2 guerres mondiales. Mais le poids de la classe ouvrière dans la société, dans l'économie mondiale, en bref, ce qu'on appelle sa force objective, elle n'a jamais été aussi grande.
Et fondamentalement, c'est ça qui nous rend optimistes.